Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand ?
Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène. Mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique?
Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Ce courant imprévisible pouvait s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet.
Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas ? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers,
Mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain.
les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment,
Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors Osiris Apex qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. Osiris Apex va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. Osiris Apex possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver.
Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Alerte, alerte, abandonne toutes tes affaires derrière toi et mets-toi immédiatement à l'abri. Tout le sud de la planète vient d'entrer en éruption. Ceci n'est pas un exercice. Il y a des gens qui courent partout en criant, des voitures qui se cognent les unes contre les autres. Toute la nation est en panique. Tu es sur la côte sud de l'Australie, mais le ciel est noir et s'étend à perte de vue. Un ami en Inde du Sud t'appelle et te dit la même chose. Il pleut des cendres noires. Tu entends des grondements au loin et ce n'est même pas ton estomac qui en est le responsable. Tout le monde se met à courir vers l'intérieur des terres. Les nuages noirs engloutissent tout sur leur passage. Les voitures, les arbres, les bâtiments. Tu ne peux rien voir derrière toi. Tout le monde est paniqué et perdu. Un tsunami déferle sur les côtes et recouvre tout sur son passage. Ceci est la grande éruption de l'Antarctique. L'Antarctique est ce grand continent désertique couvert de glace. En fait, c'est techniquement le plus grand désert du monde. Il est aussi parsemé d'un grand nombre de volcans qui se trouvent un peu partout. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 138 volcans en Antarctique, dont 91 sont cachés sous la surface glacée et 47 au-dessus. Et il pourrait même y en avoir d'autres, mais la plupart de ces volcans sont endormis. On lui donne cette appellation s'il est en effet dormant depuis 50 000 ans. La dernière éruption volcanique a été celle du mont Erebus, dans la partie occidentale du continent. C'est le volcan le plus actif de la partie sud du monde et il se trouve à environ 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi haut que 5 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Il y a tout un tas de volcans dans ce genre qui s'étendent sur tout le continent. Dans la région où il y en a le plus, les volcans s'étendent sur une distance équivalente à celle entre le Canada et le Mexique. Et ce n'est même pas la totalité. Les scientifiques ont prévenu que si l'un de ces volcans intérieurs contenant de la glace entrait en éruption, il ferait fondre la partie occidentale de l'Antarctique et déverserait une immense quantité de glace dans l'océan. Cela ferait monter le niveau de la mer et inonderait de nombreuses terres en danger qui sont déjà menacées. Sans parler des plaques tectoniques qui se déplacent sous la surface et permettent à une partie du magma de se frayer un chemin jusqu'à la surface. C'est déjà assez effrayant de penser à ce qui se passerait si un énorme volcan entrait en éruption, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si tous les volcans du continent antarctique entraient en éruption en même temps? Si tu étais l'un de ces scientifiques sur un bateau en route pour mener des expériences, tu commencerais à ressentir un certain malaise, je crois. Tu remarquerais que l'eau semble aux prises avec un peu plus de courant que d'habitude. Tu regarderais tes collègues scientifiques et verrais que eux aussi ont le même regard inquiet sur leur visage. Lorsque tu débarquerais sur la côte et que tu sortirais tous tes outils et équipements, les choses ne sembleraient pas tout à fait normales. Mais que veux-tu, il faut bien que le travail soit fait. Tu te diriges donc vers la base et tu t'installes. La routine habituelle. Sur la terre aride, tu vois des manchots empereurs se dandiner. Ils chassent, jouent et font des trucs de pingouins. Mais en regardant autour de toi, tu vois que les pingouins se dirigent tout à coup vers l'océan. Et beaucoup d'oiseaux sauvages de l'Antarctique se mettent aussi à voler vers l'horizon. Bizarre. Puis, le sol commence à trembler et derrière toi apparaît une colonne de fumée qui monte dans le ciel. Les cendres d'un volcan peuvent être très nocives pour toute personne souffrant de problèmes pulmonaires et même pour les personnes en bonne santé. Les gaz qui les accompagnent sont généralement évacués rapidement, mais ils sont également nocifs pour l'homme et provoquent des irritations aux yeux et à la gorge. Donc si tu te trouves près de lui, tu auras peut-être besoin d'un masque à gaz. Ou mieux encore, de t'enfuir. Les gaz et les cendres sont la partie la plus dangereuse d'une éruption volcanique. Même si l'explosion et l'expulsion de lave peuvent sembler effrayants, la fumée dans le ciel peut se répandre au loin et même arrêter les avions qui volent autour. Tu te tournes vers tes collègues scientifiques et ils te signalent qu'il est en effet temps de partir. Fais comme les pingouins et pars à la nage. Mais non, car les eaux sont extrêmement agitées et le grondement devient de plus en plus fort. Soudain, tu vois encore plus de fumée qui monte vers le ciel, mais à différents endroits. Il faut retourner au bateau. C'est triste à dire, mais il faut laisser tout cet équipement pour survivre. Transporter tout ce matériel t'aurait ralenti, mais tu es en sécurité pour l'instant. En regardant derrière toi, tu vois un écran de fumée sombre qui oblitère tous les coins du continent. Les volcans ont différents types d'éruptions. Il n'y a pas juste la version lave éjectée vers le ciel. Elles peuvent être très violentes ou toutes calmes. Certains crachent de la lave et d'autres non. Tout cela dépend de l'environnement et du nombre de gaz qu'il contient.
ou s'il y a de l'eau souterraine, et même de la chimie du magma. Il y a donc de fortes chances que tu vois tous les types d'explosions autour de toi. Certes, tu es sur le continent antarctique, mais il est aussi entouré de lagons et de calottes glaciaires géantes partout. Tu fais de ton mieux pour manœuvrer autour d'elles, mais les cendres tombent tout autour. Le ciel est sombre, car la fumée bloque le soleil. Les cendres volcaniques possèdent différentes tailles et peuvent causer toutes sortes de dégâts. D'une simple irritation des poumons et des yeux à l'étouffement de la végétation et des champs. Et c'est justement cela le problème. Le plus souvent, ces cendres volcaniques sont extrêmement épaisses. Elles peuvent même faire s'effondrer la toiture de certains bâtiments s'il y a trop de cendres accumulées. Sans parler du blocage des routes et de la mise en danger de la vie aquatique. Et cet éclair dans le ciel n'est malheureusement pas le fruit de ton imagination. Les nuages de cendres dans le ciel sont tellement puissants qu'ils créent des champs électriques qui peuvent provoquer des orages. Et ces vilains phénomènes peuvent interférer avec les signaux radio et même déclencher des incendies. De plus, ces nuages sont extrêmement chauds, comme si toute cette coulée de lave n'était pas suffisante pour déclencher des incendies. Eh bien, merci, hein ? Mais il y a aussi les volcans explosifs. Et avec les cendres, il y a carrément des rochers qui volent. Ces débris surchauffés tombent du ciel comme des météorites et peuvent être très dangereux. Tu vois sous tes yeux les rochers frapper les calottes glaciaires et l'eau qui vous entoure. Lorsque tu atteins une zone un peu plus sûre, tu vois les volcans joliment alignés derrière toi, crachant tout ce feu épais et gluant. Mais la mer n'est pas vraiment paisible non plus. Les volcans situés près des océans et des mers peuvent même provoquer des tsunamis. Super! Les tremblements de terre sous-marins secouent le fond des océans et produisent de grandes et puissantes vagues. Évidemment, si tu penses à aller surfer dessus, eh bien, oublie. S'il y a des volcans qui crachent de la lave rouge et chaude, pourquoi toute la glace de l'Antarctique n'a-t-elle pas déjà fondu avant ? La réponse se trouve sous la surface de la Terre. Les plaques tectoniques se déplacent à peine en dessous. On peut même dire sans trop se tromper qu'elles sont stables. Donc, pour une si grande surface, le continent le plus froid de la Terre, les quelques volcans actifs restent insuffisants pour faire fondre toute cette glace. La vraie raison pour laquelle la glace fond est que le niveau de l'eau augmente, ainsi que le courant océanique chaud qui entoure l'Antarctique. Mais ce jour-là, ils entrent tous en éruption en même temps. Mais le problème, c'est que même si on a découvert quelques volcans, on ne sait pas vraiment combien il en reste sous terre, recouverts de glace. Et c'est là que réside la partie effrayante. Certains de ces volcans sont cachés si profondément sous la surface glacée qu'ils se réchauffent actuellement grâce à la lave toute proche. La glace commence à déstabiliser tout ce qui se trouve autour. Celle qui se trouve sur les sommets commence à se fissurer peu à peu. À terme, c'est comme une canette de soda géante qui éclate. La lave jaillit des profondeurs sous la neige, provoquant d'énormes fissures dans le sol. Et puis le magma trouve lui aussi son chemin pour participer à la fête. Cet invité pas franchement apprécié va commencer à faire fondre les environs, ce qui déstabilisera encore plus le sol. Lentement mais sûrement, la glace autour de l'Antarctique va fondre. Et si toute la glace fondait, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 70 mètres. Cela signifie que les villes côtières seraient submergées sous l'eau. Les courants océaniques seraient inversés et les ouragans et les typhons ne pourraient plus faire de pause. La vie sous-marine serait en danger et de nombreuses petites îles disparaîtraient complètement. Et sans parler de la fumée dans l'air qui se baladerait autour du monde et empêcherait de nombreux vols d'avions dans la région du Sud. Et si les vents étaient assez forts, du monde entier... Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares.
Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite! Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète, afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis, et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales.
Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentré sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de deux motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur.
La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité, de sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille.
C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut l'évolution de la vie sur notre planète.